chers participants, Monsieur le ministre, Joseph Guévon, soyez le bienvenu à cet atelier. Je pense que ma présentation est la dernière et après nous allons ouvrir le débat. Et j'ai été très impressionné par le bâtiment que El Hadji Diop a présenté et je pense que c'est un peu l'exemple de ce que nous appelons un bâtiment écologique qu'on aimerait promouvoir non seulement en Afrique, mais pour la transition énergétique. Parce qu'en fait, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous sommes en train de vivre à une période où l'énergie coûte trop cher, l'énergie fossile, à laquelle on a été habitué pendant des années. Aujourd'hui, le litre de l'essence coûte exagérément cher. Dépendre de l'énergie, la production de l'énergie sur l'essence, ça ne pourra pas nous permettre de nous développer. Parce que les pays européens ont pu se développer, les villes européennes ont pu se construire, même les villes de l'Amérique du Nord, grâce au bas prix de l'énergie. Et donc, nous vivons donc dans un siècle où il y a aussi le défi climatique qui ne nous permet pas de consommer assez d'énergie fossile. Donc, ma présentation est donc, je vais essayer de vous présenter un peu ce que nous, ONU Habitat, est en train de faire en Afrique de l'Est. Je l'appelle, c'est un peu comme une feuille de route. Si nous voulons faire de la transition vers les énergies vertes, je pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il faudrait accomplir avant d'y arriver. Et je profite donc par l'occasion pour remercier l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour avoir accepté à participer à notre forum urbain, notre 7e forum urbain. Déjà lors de la conférence d'Africité, on était ensemble, on a eu un événement parallèle et je pense que avec donc ce partenariat qui est en train de s'établir et surtout de se renforcer, on va donc pouvoir travailler davantage dans les pays francophones. Parce que jusqu'à présent, nous travaillons beaucoup dans les pays anglophones et parfois aussi, c'est aussi par manque de financement. Mais déjà, on sait que les ressources existent, les ressources humaines. L'Institut de la francophonie a développé pas mal d'outils pour la transition énergétique. Donc, ma présentation, je sais que peut-être qu'il y a certains parmi vous qui ne connaissent pas ONU Habitat. Je vais essayer un peu de donner le mandat de ONU, de présenter le ONU Habitat, de rappeler aussi un peu les questions du défi de l'urbanisation rapide que nous vivons au quotidien et aussi le défi mondial de l'accès à l'énergie, la consommation énergétique des bâtiments. Jean-Pierre l'a un peu mentionné, je vais donc essayer d'en parler. Je vais aussi parler un peu de la question urbaine, pas seulement de l'habitat, mais du nouveau agenda urbain mondial que nous sommes en train de préparer pour Habitat 3, qui aura lieu dans 2 ans, et mes conclusions. En fait, ONU Habitat, c'est l'agence onusienne qui est mandatée par les Nations Unies, par l'Assemblée des Nations Unies, pour promouvoir le développement urbain durable et un logement décent pour tous. Et nous constatons également que dans ce cadre, on a des défis énormes. La population urbaine qui vit dans des conditions
de la baie ne fait que s'accroître. Et on se rend aussi compte que plus de 40% de la population urbaine en Afrique n'a pas accès à l'énergie. Et même ceux qui ont accès à l'énergie le payent à un coût très fort. Donc en fait, ONU Habitat travaille dans son cadre de la promotion à l'accès aux services urbains de base. Nous travaillons également dans les questions d'énergie urbaine. Et ces questions sont notamment beaucoup plus centrées sur l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique et la promotion de l'énergie renouvelable en zone urbaine. Un peu pour vous rappeler d'où nous sommes, l'urbanisation, vous verrez qu'au début du siècle passé, seulement 10% de la population urbaine était en zone de la population urbaine. Il n'y avait que 10% de la population mondiale qui vivait en zone urbaine. En 2007, elle est passée à 50%. Et les prévisions sont telles que d'ici 2050, il y aura 75% de la population urbaine, population mondiale qui vivra en ville. Et d'après nos prévisions de ONU Habitat, le 3/4 de la population mondiale, de la population africaine, sera urbanisée en 2063. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les 3,5 milliards d'habitants qui vivent en zone urbaine, environ 850 millions vivent dans les taudis, dans les bidonvilles. Et on se rend aussi compte qu'environ 60%, d'après les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, 60% de la population urbaine en Afrique est considérée, classée comme des pauvres en énergie. C'est-à-dire qu'ils dépensent plus de 10% de leurs revenus pour accéder aux services énergétiques. Et le plus souvent, ils utilisent beaucoup de bois, du pétrole et aussi du charbon, qui est aujourd'hui à l'origine de la dégradation de nos forêts. Au Cameroun, par exemple, environ 200 000 hectares de forêts sont détruits chaque année à cause des exploitations du bois qui sont transformés en charbon, qui sont acheminés dans les zones urbaines, et aussi à cause des exploitations industrielles du bois. Et donc, je pense qu'il y a donc une interpellation. Nous sommes donc interpellés à résoudre ce problème de dégradation de l'environnement. Et aussi, on se rend compte que la population pauvre urbaine qui utilise les services énergétiques paye beaucoup plus cher l'énergie par rapport à ceux qui vivent dans des zones formelles. Alors, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où, dans le monde entier, il y a un défi urgent d'accès à l'énergie. C'est pourquoi le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a donc décidé de créer ce que nous appelons énergie durable pour tous, parce qu'on s'est rendu compte que le pauvre n'a pas accès à l'énergie. Et c'est justement l'accès à l'énergie qui permet de définir la pauvreté. Plus vous avez accès à l'énergie, plus vous tendez à sortir de la pauvreté. Le cas est celui de Medellín. Dans cette ville, ils génèrent leur énergie avec les sources l'hydroélectrique. Ils ont 2 stations d'hydroélectrique dans la ville et 2 autres sont hors de la ville. Ils arrivent donc à générer
les 100% de l'énergie électrique qui est consommée dans cette ville. Et donc, vous pouvez voir vous-même comment la ville se développe. Donc, ils ont donc un accès à une énergie qui coûte cher et moins cher. Alors, vu qu'on a essayé de comparer l'accès à l'énergie et la pauvreté, le secrétaire général des Nations Unies a donc décidé de mettre beaucoup plus d'attention sur l'accès à l'énergie. Et c'est le pourquoi d'ailleurs, cette décennie, la décennie sur l'accès pour tous à l'énergie, commence cette année, de 2014 à 2024. Et l'idée est donc d'assurer l'accès universel des services énergétiques modernes d'ici en 2030 et de doubler le taux de pénétration des mesures d'efficacité énergétique et aussi de doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. Aujourd'hui, moins de 10% des énergies utilisées dans le monde sont renouvelables. L'idée est donc de passer à 30% d'ici 2030. Et dans cette décennie qui commence cette année, à l'horizon 2020-2024, d'après les intentions du secrétaire général des Nations Unies, il y aura plus d'accès et donc moins de pauvreté. Alors, la consommation d'énergie dans les bâtiments en Afrique. Jean-Pierre l'a un peu mentionné. D'après nos recherches, les bâtiments en Afrique consomment environ 56% de l'électricité totale produite dans les pays africains. Et donc, ceci est dû surtout au design, à la conception d'un habitat qui n'est pas approprié. Nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle cut and paste, c'est-à-dire couper-coller, de l'habitat européen qui est conçu dans un climat froid. On le retransmet dans un climat chaud sans changement. Les deux bâtiments que vous voyez, ce sont des bâtiments modernes en Nairobi, sont tous faits de vitres. Et donc, pour celui qui connaît un peu l'effet de serre, c'est-à-dire si vous mettez votre voiture sur le soleil, quand vous entrez, quand vous ouvrez la porte, vous sentez la chaleur. C'est la même chose que ces bâtiments créent, à moins que vous achetez des vitres qui sont spéciaux et qui sont spéciales, et ces vitres, le plus souvent, coûtent trop cher. C'est le pourquoi vous verrez que dans certains de ces bâtiments, il y a les papiers journaux que les gens collent sur les vitres parce que, en effet, ça consomme, ça crée un environnement très chaud et il faut la climatisation pour retirer cette chaleur. Je pense que l'image que je vous ai donnée est un peu triste, c'est-à-dire le manque d'accès à l'énergie et aussi le gaspillage dans l'habitat. Quand on regarde ces deux graphiques, on se rend compte que rien n'est perdu, on a encore un grand potentiel. Si vous regardez l'Europe, par exemple, ils ont leur parc de logement, ils ont déjà construit 70% de leur logement qui sera existant d'ici 2050, alors que en Afrique, ça c'est l'Afrique de l'Est, 75% du logement est à construire. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut gagner sur le temps et on peut donc essayer d'éviter à commettre les erreurs que d'autres pays ont fait parce que les 25% de l'habitat consomment vraiment beaucoup d'énergie. Alors, le projet que je vais vous présenter maintenant, c'est une initiative de ONU Habitat en collaboration avec le PNUD, financé par le FEM, le Programme mondial sur l'environnement. Et ce projet est donc mis en œuvre dans les 5 pays de l'Afrique de l'Est. Et donc, l'idée du programme est conçu pour répondre à la crise énergétique
et pour apporter des solutions afin de permettre d'intégrer l'efficacité énergétique dans l'habitat, d'intégrer l'efficacité énergétique aussi dans les politiques de l'habitat et surtout de renforcer les capacités des ingénieurs, des urbanistes, afin qu'ils puissent concevoir un bâtiment qui est adapté au climat africain. C'est donc comme un programme du Fonds mondial sur l'environnement. L'objectif est toujours de voir comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons donc un cible bien précis. Nous comptons, c'est un programme sur 5 ans, nous comptons que d'ici la fin du programme, qu'on aurait intervenu sur 400 000 logements et qu'on aurait rénové au moins 100 bâtiments et qu'on aurait évité l'émission de plus de 3 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Naturellement, ces données sont les données que nous avons développées ensemble avec les gouvernements de 5 pays. Nous avons aussi, on a certains résultats attendus, c'est à savoir des économies d'énergie de moins 30% dans les nouveaux logements, 20% dans les logements existants, et aussi l'intégration des mesures d'efficacité énergétique dans le code du bâtiment et le code d'urbanisme dans au moins 3 pays. Et aussi, nous comptons aussi, ensemble avec les universités, voir comment on peut établir des cours, des cursus de formation sur l'habitat bioclimatique, l'habitat écologique dans l'Afrique de l'Est. Et aussi, et très important, on ne peut pas parler de l'habitat sans parler de financement à l'habitat. Le projet est en discussion avec les institutions bancaires pour créer des crédits immobiliers verts. C'est-à-dire, les institutions vous donnent du crédit qui vous permet de rénover ou de payer ce surplus qu'il faudrait pour rendre votre bâtiment vert. Parce que ce que notre collègue ne l'a pas dit, actuellement, puisqu'il n'y a que très peu de gens qui interviennent, dans le bâtiment vert coûte cher. Une fois qu'on monte à l'échelle, les prix vont baisser. Alors, nous avons donc toutes ces composantes que nous avons développées, parce qu'en fait, pour promouvoir l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il y a des secteurs qu'il faut intervenir. Il faut d'abord avoir établi des données référentielles, faire des audits énergétiques pour vraiment comprendre où sont les pertes, les consommations, le gaspillage de l'énergie dans l'habitat. Et aussi, le deuxième volet est l'intégration des mesures d'efficacité énergétique dans le code même du bâti, dans les politiques. Et très important aussi, le troisième point est la sensibilisation et le renforcement des capacités des architectes. Parce que là, je dois attirer votre attention sur le fait que les architectes produisent l'habitat que vous trouvez aujourd'hui parce que quand ils étaient en formation, le coût de l'énergie n'était pas cher. Et donc, ils se sont formés en ayant à la tête qu'une fois que je sors de ma formation, quand je conçois, si j'ai besoin de l'électricité, je me connecte au réseau électrique. Aujourd'hui, le réseau électrique, non seulement existe, mais parfois l'électricité n'existe pas, ça n'arrive pas, ce n'est pas viable. Donc, il faut donc un renforcement des capacités. Il faut donc créer un cadre financier propice qui permet donc à investir. Et enfin, le deuxième
point est donc d'essayer de voir comment on peut intégrer déjà les mesures d'efficacité sur les nouveaux projets qui viennent. Donc nous avons déjà commencé, on a commencé en Afrique de l'Est, par exemple, on travaille avec les universités pour faire les audits énergétiques, pour essayer de comprendre déjà ce que l'habitat actuel, l'énergie qui est consommée dans l'habitat actuel. Et là, ce bâtiment dont vous voyez à votre gauche, là, à votre droite, bon, ça dépend, c'est un bâtiment à Harare qui consomme, c'est un supermarché, et ça habite aussi les bureaux, ça consomme 15% d'énergie, seulement 15% d'énergie par rapport à un bâtiment similaire moderne. Parce qu'elle a été construite en tenant compte du climat environnement et aussi des mesures d'efficacité énergétique et de l'architecture passive. Donc c'est bien possible d'arriver à atteindre des objectifs bien précis. Ici, c'est le projet dont nous avons entrepris la révision des codes du bâtiment dans les 5 pays de l'Afrique de l'Est. Et on s'est aussi rendu compte que la volonté individuelle ne suffit pas. Il faut que cette volonté soit accompagnée par des politiques. Par exemple, des lois, comme Jean-Pierre l'a dit, il faut que ce soit obligatoire l'utilisation des panneaux solaires pour le chauffe-eau. Il faut éventuellement que ce soit obligatoire l'intégration de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et donc, on s'est rendu compte que les lois sont beaucoup plus efficaces que la volonté des individus. Alors, ça, c'est une séance, ça, c'est un atelier que nous avons organisé à Kigali sur l'intégration des mesures d'efficacité énergétique dans le code du bâtiment en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, certaines des idées émises lors de l'atelier ont été intégrées dans le code de l'habitat au Kenya. On attend juste l'approbation par le Parlement. Et aussi, il y a certains actes qui ont été aussi développés en Ouganda. Et donc, je pense que les discussions de ce projet sont en train de faire le chemin. Alors, dans le cadre de la sensibilisation et le renforcement des capacités, nous sommes en train de développer des outils de formation, des fiches techniques pour donc essayer d'aider les concepteurs, les ingénieurs, les urbanistes à utiliser, à leur donner des guides qui peuvent leur faciliter à intégrer toutes ces mesures d'efficacité dans la conception. Parce qu'en fait, même, l'habitat climatique se conçoit au début. Ce n'est pas une fois qu'on a conçu qu'on essaie d'intégrer ces mesures. Il faut le faire dès le départ. Et quand on le fait dès le départ, le coût est le même qu'un habitat traditionnel. Voilà un peu des exemples. Là, on ne réinvente pas la roue. Il y a beaucoup de pays qui sont avancés. Beaucoup de ces manuels existent déjà. Et donc, nous essayons de les adapter au contexte africain. Ici, nous sommes en pleine formation des architectes, des ingénieurs, des urbanistes et aussi des officiers municipaux qui sont chargés à donner le permis de bâtir. On les forme dans la conception de l'habitat vert. Ici, c'est aussi notre formation où nous avons présenté un manuel que nous venons de développer et que ce manuel sera
d'ailleurs présenté lors de ce forum sur l'habitat climatique. Et de plus en plus, il y a les institutions qui font recours à nous pour les aider à former à organiser des séances de formation dans l'habitat vert. Ça, c'est l'association kenyane des industriels qui nous a invités à faire une formation à leur équipe technique. Nous avons également organisé à Nairobi une conférence sur le financement de l'habitat vert. Et donc, dans cette conférence, nous avons invité les institutions bancaires et les banques de l'habitat pour essayer de leur introduire le concept du crédit immobilier vert. À quoi ça consiste et quels sont les avantages, non seulement pour l'environnement, mais pour les individus qui y font recours. Il y a déjà certains immobiliers qui nous ont fait recours, qui actuellement sont en train de mettre en œuvre les leçons apprises lors des cours de formation. Nous envisageons aussi organiser un prix régional sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments et pour compenser les meilleures pratiques des bâtiments verts. Et le premier prix, par exemple, il y a de cela 2 jours, et à Nairobi, il y a déjà un prix sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Nous avons commencé avec eux pour insérer ce prix sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et donc, ça, ce sont des mesures d'incitatif, des mesures qui peuvent permettre au changement de mentalité, aussi à l'intégration de cette nouvelle méthode de concevoir. Aujourd'hui, en Europe, si vous vendez votre bâtiment et que vous n'aviez pas fait une analyse énergétique du bâtiment, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas autorisé par la loi de vendre ce bâtiment. Il faut que celui qui achète le bâtiment sache combien ce bâtiment consomme au mètre carré. Et d'ici 2020, en Europe, ce sera interdit. Tout bâtiment nouveau sera bâtiment vert. Et donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous essayons donc d'utiliser ces critères de labellisation et aussi des critères de certification de bâtiments verts. On essaye de les intégrer graduellement dans l'habitat. Alors, je vais passer un peu à l'urbanisation parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé de l'habitat et ONU Habitat est en train de préparer Habitat 3 et dans la préparation de Habitat 3, nous sommes en train de mettre l'accent sur le nouveau agenda urbain. Et donc, ce nouveau agenda urbain est pratiquement concentré sur le fait qu'il faudrait que nous planifions un habitat qui répond aux besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire, pour les nouvelles villes ou pour les extensions des villes, il faudrait que l'urbaniste prévoit au moins 30% d'espace urbain pour la voirie et que pour chaque kilomètre carré, qu'il y ait au moins 18 km de route. Ceci va permettre d'éviter les embouteillages que nous trouvons aujourd'hui dans plein de pays africains. J'ai déjà perdu mon avion plus de 3 fois à cause des embouteillages. Bien que je suis sorti de la maison 3 ou 4 heures avant mon départ. Et donc, c'est très important de prévoir. Et ceci peut être prévu. Donc, 30% des espaces urbains doivent être aménagés pour la voirie. Parce que les embouteillages, c'est des pertes en économie, c'est des pertes en énergie, et c'est des pertes pour la ville, c'est des pollutions. Et donc, je pense que ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est la haute densité, c'est-à-dire la complexité que notre directeur exécutif ne fait que mentionner. Il faut éviter les étalements. Les étalements consomment beaucoup plus d'énergie que la densité. Et donc, l'idée est donc d'avoir au moins 15 000 personnes par kilomètre carré, c'est-à-dire 15 personnes par hectare. Et l'autre point est sur la mixité, maximiser la mixité. En fait, le point est que les bidonvilles que nous trouvons aujourd'hui, c'est aussi dû à une mauvaise planification urbaine. Quand nous planifions des quartiers, on met des quartiers riches, sans toutefois prévoir les quartiers pauvres, alors que les chauffeurs, les domestiques, et les jardiniers qui travaillent dans les quartiers riches doivent aller vivre quelque part. Ils ont un salaire, mais il faudrait donc qu'on prévoit, on essaie de prévoir une certaine mixité, de telle sorte mixité sociale. Et là, nous parlons de entre 20 à 50% quand on planifie, doit être sur la couche sociale. Et il ne faut pas qu'une couche sociale dépasse 50%. Parce que si elle dépasse 50%, elle va donc dominer l'autre couche sociale. Alors le riche ne va pas aller dans la couche sociale qui est plus pauvre, alors que si c'était 20%, c'est beaucoup plus. Et tout ceci contribue à la réduction de la consommation et de la demande d'énergie. Il y a aussi, quand je parle aussi de la mixité tout à l'heure, au moins 40% du bâti devrait être alloué pour l'utilisation économique. Nous voyons aujourd'hui, dans la planification urbaine traditionnelle, on essaie d'avoir des quartiers, des zones commerciales, des zones administratives, et tout ceci crée des déplacements, tout ceci crée la nécessité du transport urbain. Alors, si on fait du mixte, c'est-à-dire que dans une zone résidentielle, on essaie de mettre un peu de marché, de centre aussi administratif, là, ceci permet de réduire les déplacements et de réduire la consommation énergétique. Et là, il y a aussi le point sur le zonage. Zonage spécialisé, ONU Habitat ne recommande pas. Le zonage spécialisé aussi entraîne aussi à des dépenses énormes en matière d'énergie. Et donc, on encourage un mélange. Mélanger les différentes fonctions pour éviter la nécessité de déplacement. Et aussi, il y a l'idée d'utiliser, on encourage aussi l'utilisation des systèmes de transport public. Et le deuxième point est celui de prévoir des systèmes urbains de production et de maîtrise d'énergie dans les établissements humains. Aujourd'hui, la ville africaine est consommatrice d'énergie. Elle ne produit pas. Alors que la ville a des potentialités énormes pour produire. La ville future devra consommer l'énergie qu'elle produit. Peut-être à 50%, en utilisant les toitures pour mettre des panneaux solaires, en utilisant des parcs éoliens, là où il y a le vent, en utilisant les déchets, en transformant les déchets municipaux en énergie. Et là, il y a un grand potentiel. Aujourd'hui, tout ce potentiel n'est pas utilisé. Et donc, ça, c'est les éléments que, pour la planification urbaine. Et donc, je suis là à la fin. Alors, je vous ai donné là la feuille de route pour la transition énergétique des villes, pour passer des villes africaines d'aujourd'hui, consommatrices d'énergie, gaspillatrices, je ne sais pas ce que ça veut dire, comment, gaspilleurs d'énergie, en
vers les villes qui consomment l'énergie d'une manière efficiente. Juste un peu pour rappeler, il faudrait qu'il y ait que les gouvernements essaient de créer des politiques, des codes pour l'habitat, des codes d'efficacité énergétique, des codes qui suscitent l'utilisation des énergies renouvelables dans le bâtiment. Il faudrait aussi réviser les critères d'obtention des permis de conduite, des permis de bâtir, pour intégrer l'efficacité des ressources. Et quand je dis ressources, je parle énergie, je parle eau, je parle sol. Parce que le plus souvent, quand on parle d'efficacité énergétique, on se limite uniquement à l'énergie. On oublie l'eau, on oublie que le sol, le foncier même, est une grande ressource. On oublie d'autres ressources. Il faut sensibiliser le public et le stimuler afin qu'ils demandent des produits, afin qu'ils commencent à consommer des produits verts et surtout exiger un changement de comportement. Quand vous laissez une chambre, vous n'êtes pas dans la chambre, vous éteignez la lumière. C'est déjà un changement de comportement. Ça vous permet de réduire la consommation en énergie. Renforcer les capacités, déjà commencer dans nos universités à étudier, à intégrer les enseignements sur la consommation des bâtiments durables. Très important, le financement. Le financement est le nerf de la guerre. Qui va en guerre doit avoir le financement. Si nous voulons faire la transition énergétique, nous avons besoin du financement. Donc il faut travailler avec les institutions bancaires et aussi il faudrait que le gouvernement crée des structures, des incitations financières afin de pouvoir accélérer ce transfert. Et enfin, je pense qu'il faut aussi impliquer tous les autres acteurs et surtout les parties prenantes. Les entreprises d'électricité, par exemple, en Afrique, ne font pas de la promotion de l'efficacité énergétique. Ils ne font pas la promotion de la production des énergies. Alors que tout le monde sait, l'Allemagne, qui veut sortir du nucléaire, a une politique de feed-in tariff, c'est-à-dire qu'il permet aux individuels, comme la présentation tout à l'heure vous a dit, oui, ils produisent plus d'énergie qu'ils consomment. En Allemagne, quand vous produisez plus, vous le vendez au réseau et on vous l'achète à un prix élevé. Et à la fin du mois, parfois, on vous donne de l'argent ou bien vous payez juste la balance. Et donc, c'est là un peu des éléments de feuille de route pour la transition énergétique. Et je vous remercie pour votre attention.